Bonjour David Gakounzi. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie, vous êtes ce qu'on appelle un intellectuel engagé pour la paix, en particulier pour la paix sur le continent africain. Vous avez été fonctionnaire international au Conseil de l'Europe. Vous êtes aussi enseignant, notamment à l'Université africaine pour la paix. Vous êtes journaliste, vous avez écrit beaucoup de tribunes dans la presse. Vous êtes écrivain, vous avez publié plusieurs livres, notamment, j'en cite quelques-uns, sur Thomas Sankara, sur Nelson Mandela, sur le Tanzanien Nyerere, un livre d'entretien, puis sur le président algérien aussi, Bouteflika, sur la Libye, sur la Côte d'Ivoire. Bref, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'Afrique. Vous êtes burundais et vous vivez en France. Vous avez créé le Paris Global Forum. Alors d'abord, dites-nous en quelques mots, David Gakounzi, c'est quoi ce forum? Quel est son objectif et qui en fait partie? C'est un espace de débat, un espace d'échange entre l'Afrique et l'Europe et le reste du monde. Vous savez que Paris est en quelque sorte la capitale africaine, la capitale à l'extérieur de l'Afrique. Et c'est un espace qui regroupe des intellectuels, mais aussi des gens de la société civile. C'est un espace de débat, de dialogue, parce que nous croyons dans le dialogue et dans la paix. Alors on peut dire aujourd'hui que l'Afrique, enfin, pas toute l'Afrique, mais que beaucoup de pays africains sont victimes, sont malades de la violence, gangrénés par la violence. La violence est ancrée sur le continent. C'est presque une endémie dans certaines régions. Une violence qui est multiforme, une violence qui est parfois d'une monstruosité extraordinaire, comme on l'a vu parfois dans le Kivu. Une violence qui se perpétue parce qu'elle engendre des bénéfices. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez justement la banalisation de la violence en Afrique? Parce que d'un côté, cette violence-là engendre des bénéfices. Elle est produite par, je dirais, des entrepreneurs politiques. Et au fur et à mesure, avec le temps, il y a eu une normalisation de la violence comme fait politique. Parce qu'on a quitté depuis longtemps le débat, le dialogue. Et la politique est devenue la violence instituée. Et je crois qu'il y a aussi un ébranlement éthique. Quelque part, quand tu as une violence comme celle-là, ça veut dire qu'il y a eu une défaite morale. Ouais. Ce qui veut dire que la violence, parfois, elle cache en fait des intérêts économiques, commerciaux, financiers, et souvent, ils sont camouflés en conflits ethniques. Il y a de la manipulation ethnique, de la manipulation identitaire. On manipule la nationalité, on manipule l'ethnie pour en fait des raisons essentiellement de captation de pouvoir et de captation des intérêts économiques et de richesse. On l'a vu partout, quand on a vu l'ivoirité à l'époque en Côte d'Ivoire, quand on a voulu exclure Alassane Ouattara du pouvoir pour des raisons exclusivement de compétition autour du pouvoir, on a créé l'ivoirité. On le voit aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous appelez l'utilisation, l'instrumentalisation en fait des nationalismes africains, parce qu'il y a des nationalismes africains. Absolument. Et je dirais que le nationalisme africain, qui a été une idée émancipatrice dans les années 60, est aujourd'hui un carcan qui exclut, qui excommunie. C'est devenu ce que j'appelle une bête identitaire qui, quelque part, face à un problème, ne donne pas de solution, mais cherche toujours un coupable. Et le coupable, c'est celui qui ne pense pas comme vous, c'est celui qui ne vous ressemble pas, c'est celui de l'autre ethnie, de l'autre groupe. Le problème, c'est que les frontières héritées du colonialisme coupent parfois des ethnies en deux et se retrouvent des deux côtés de la frontière. Les nations ne recouvrent pas exactement les ethnies. Donc il peut y avoir là des sources de conflits. Et c'est ça qui est, je dirais, paradoxal et parfois comique. C'est que des Africains se battent autour des frontières artificielles, des frontières qui ne reflètent ni la sociologie ni l'histoire sur une temporalité longue par rapport à l'Afrique. Et je crois que ça, c'est l'une des tragédies et c'est de la manipulation en fait. Mais malheureusement, c'est une manipulation qui devient une réalité parce qu'elle renvoie à une mémoire de sang qui a coulé. À partir du moment où il y a le sang, à partir du moment où il y a les morts, cette manipulation devient un réel. Alors je le disais, vous venez du Burundi. Le Burundi, comme le pays voisin, le Rwanda, sont des pays qui ont connu des guerres qu'on a qualifiées, en tout cas en Occident, de guerres ethniques. Est-ce pour vous, avec le recul, il y a eu une guerre civile au Burundi qui a fait des centaines de milliers de morts, de 96, je crois, 93 à 2005. Est-ce que vous qualifieriez ces guerres de guerres ethniques avec le recul ?
Ce ne sont pas des guerres ethniques, c'est des guerres de lutte pour le pouvoir essentiellement. Les uns, pour conquérir le pouvoir, manipulent l'ethnicité, les autres, pour le garder, manipulent aussi l'ethnicité. C'est ce qui s'est passé au Burundi, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. On repose la question de la démocratie. Quand il n'y a pas la démocratie, la violence s'installe dans la société. Et je pense qu'ici, il faut affirmer une chose aujourd'hui, c'est que la démocratie est une aspiration universelle. Et le problème de l'Afrique aujourd'hui, le problème de la violence de l'Afrique est dû à l'absence de démocratie. Et quand je parle de démocratie, je parle de cette volonté de limiter le pouvoir par d'autres pouvoirs, d'affirmation de l'égale dignité de tous les gens et évidemment de l'égalité devant la loi. Quand on n'a pas la même loi, quand il y a l'arbitraire, la violence arrive d'une manière ou d'une autre et on le voit au Burundi aujourd'hui d'une manière monstrueuse. Le Burundi, c'est l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. On va revenir au Burundi, mais quelles sont les conditions, selon vous, de l'installation de la démocratie en Afrique ? Il faut d'abord affirmer que la démocratie n'est pas une importation de l'Occident, c'est une valeur universelle qu'on peut retrouver y compris dans les sociétés précoloniales africaines, l'universalité de la démocratie. Deuxièmement, il faut respecter les textes. On ne change pas les textes en cours de compétition pour des raisons essentiellement de bénéfices personnels, non pas parce qu'il y aurait une demande sociale, mais essentiellement pour des raisons, je dirais, d'enjeux personnels. Donc on ne cherche pas à rester au pouvoir au-delà des mandats prévus par la Constitution. Voilà, et la culture démocratique, parce qu'on n'a pas de démocratie sans démocrates, et la construction des institutions. Vous savez... Parce qu'un des problèmes de l'Afrique, c'est justement, ce n'est pas justement de ne pas comment dirais-je, préparer les alternances, que les alternances politiques sont très difficiles à réaliser. Il y a très peu de pays qui l'ont fait, il y a eu quelques exemples au Sénégal notamment. L'alternance politique, c'est la démocratie. Il n'y a pas de culture de l'alternance, parce que d'abord, il y a effectivement un problème d'appétence du pouvoir par rapport aux gens qui sont au pouvoir, mais je pense aussi que ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose en Afrique. Il y a un problème par rapport aux minorités. Je dis toujours que jusqu'à la fin de l'apartheid, la question essentielle de l'Afrique, c'était la conquête des droits pour les majorités. Mais depuis cette époque-là, la question essentielle de l'Afrique, c'est celle de la protection des minorités. C'est-à-dire quelle place on accorde aux minorités. Voilà, comment on les protège, que ce soit des minorités politiques, culturelles ou autres. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, la démocratie peut apparaître comme porteuse de peur, d'incertitude par rapport à certaines populations, alors qu'elle devait être un moyen d'apaisement. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est une question aussi de réorganiser l'économie de la démocratie. Tant que l'économie n'est pas gérée d'une manière, je dirais, transparente, tant qu'il n'y a pas de la redistribution sociale, la lutte pour le pouvoir acquiert une violence particulière. Avec parfois la responsabilité aussi des pays occidentaux qui est engagée. Je dirais que ce ne sont pas les pays occidentaux qui nous empêchent, qui nous poussent quand même à nous entretuer. Je pense que nos problèmes sont dus au sectarisme aujourd'hui, essentiellement entre Africains, sont dus essentiellement à des questions entre Africains, beaucoup plus que par rapport à l'influence extérieure. Ce ne sont pas quand même les Occidentaux qui ont changé les constitutions à gauche et à droite aujourd'hui. Je pense que nous sommes assez grands aujourd'hui. Il faut que nous acceptions notre responsabilité par rapport à notre propre histoire. Il faut arrêter chaque fois de trouver un bouc émissaire qui serait ce grand puissant qui vient de l'extérieur. Nous devons être le maître de notre propre destin. David Kakunzi, qui dit guerre, dit victime, souvent victime civile d'ailleurs, et donc des coupables. Est-ce que vous faites confiance à la justice internationale pour les juger ? Moi, je suis pour qu'on arrive à rompre avec la culture, ce que j'appelle l'impunité souveraine nationale. Nous sommes dans la culture de l'impunité souveraine nationale. Et la souveraineté nationale, on oublie de le dire, implique des responsabilités. À partir du moment où un pouvoir devient une menace par rapport à sa propre population, il est de la responsabilité internationale de réagir, que ce soit par les interventions, que ce soit par la justice. Vous savez, on ne peut pas laisser massacrer les gens sous prétexte que ces pays-là seraient indépendants. Non, la souveraineté implique des responsabilités. La souveraineté, ce n'est pas le droit de massacrer, d'écraser ses propres populations. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que la Cour pénale internationale ne juge que des leaders africains ? Ça, je pense que c'est faux. C'est faux parce que, vous savez, il faut toujours penser en se mettant du côté des victimes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les victimes. Est-ce qu'on rend justice aux victimes au niveau local ? Non.
Si on n'arrive pas à rendre justice au niveau local aux victimes, il faut chercher la justice ailleurs. La question, elle est celle-là. Si on ne peut pas rendre justice en Afrique, moi, tant qu'on rend justice quelque part, c'est ce qui compte. Les victimes, pensons toujours aux victimes avant de penser aux bourreaux. Deux questions brièvement sur l'actualité. D'abord, la RDC, on a appris que l'élection présidentielle qui était prévue normalement le 19 décembre n'aura pas lieu avant 1 an ou 2. Quelle est votre réaction? Quels sont les scénarios, vous pensez, pour la RDC dans les prochains mois? Vous savez, la démocratie, c'est toujours le respect d'abord des textes et des normes. Quand on commence à tripatouiller les textes, à changer les règles du jeu, on ouvre la porte à l'instabilité. Et la RDC est déjà un pays qui n'a pas d'État, qui fonctionne. Et là, je pense que c'est vraiment très, très préjudiciable ce qui est en train de se passer. Et si la RDC rentre dans une crise, ça ne sera pas le Burundi. Le Burundi, c'est un petit pays. Ça sera une crise qui aura un impact sur toute la région de l'Afrique centrale. Il faut rappeler, la RDC, c'est près de 80 millions d'habitants. Voilà, la RDC, c'est une puissance de l'Afrique. Et je pense que là, on est en train d'aller vers un glissement très, très, très dangereux. Un mot sur le Burundi. Le président Nkurunziza est en cours de 3e mandat. C'était très contesté, son élection l'année dernière en juillet 2015. Depuis lors, il y a eu 500 morts, je crois, dans votre pays. Quel est aussi, là, le scénario que vous imaginez pour le Burundi? Le Burundi, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Une volonté de captation personnelle du pouvoir, la manipulation de la mémoire pour cliver la société et l'usage de la violence pour rester au pouvoir à tout prix. Une logique, je dirais, suicidaire, avec la haine instituée en politique nationale. On a commencé par insulter les Américains en disant que c'était eux les responsables, les Belges. Aujourd'hui, c'est les Français. Hier, c'était les Canadiens. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense qu'il est vraiment important que le monde réagisse par rapport au Burundi, parce qu'on a eu quelque chose qui s'est passé au Rwanda, et on a vu où ça a conduit à un génocide. Et quand on a un discours de haine comme celui qu'on entend au Burundi... Le Burundi est proche du génocide? Le Burundi, je dirais, déjà dans un processus génocidaire, parce qu'on se trompe souvent en croyant qu'un génocide est un événement. Un génocide est toujours un processus, et l'extermination massive n'est que la dernière étape de ce processus-là. Et le Burundi est déjà dans ce processus parce qu'il y a les milices, l'infrastructure des massacres qui est en place, il y a le discours de la haine qui est déjà là. Donc, vraiment, essayons d'être alertes et de ne pas avoir de nouveau un Rwanda aujourd'hui. Merci David Kakunzi. Je rappelle que vous êtes le président du Paris Global Forum. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 64 minutes.